Coucou tout le monde, on est parti sur la suite de l'analyse des cartes de la série 3 de l'Orcana. Alors j'ai fait tout ce qui concerne les lieux, j'ai fait Ambre, j'ai fait Améthyste, j'ai fait Émeraude, j'en suis à Rubis. Il me restera ensuite Saphir et Acier et on en aura fini pour cette fois-ci. Eh bien le Rubis c'est parti, hop là, si je fais ça, normalement vous voyez ce cher Deladuck qui est une 3-3 combattant pour 2. En vrai ça met quand même des points. De non ancrables malheureusement, c'est un petit peu dommage, mais je sais que par exemple Félicia était jouée dans quelques decks. Du fait d'être une 3-1 combattant. Combattant, c'est quand même un gros défaut. Hein. Il y a deux défauts. Il nous oblige à attaquer à chaque tour, donc on peut s'empaler dans une, je sais pas, dans une 4-4 par exemple. Et en plus de ça, ça ne va pas à l'aventure. C'est un petit peu dommage. Il y a quelques cartes qui avantagent un peu les combattants, mais vraiment pas beaucoup pour le moment en tout cas. Donc c'est pas dingue, mais c'est vrai qu'au moins elles ont des plutôt bonnes stats. Et là, en l'occurrence, 3-3 pour 2, c'est ok tiers. Je pense pas que ce soit trop joué, mais en tout cas, c'est clairement, je pense, une carte qui devrait être jouable en limité. Si vous aimez bien le bombardement, il y a bombardement, le combattant. Il y a bombardement en piqué, notre cher Yago qui fait une attaque suicide. Bannissez l'un de vos personnages avec combattant, puis choisissez un personnage ayant moins de force que lui et bannissez-le. Ce qui permettra de mettre, si jamais on voit que l'autre il a mis, je sais pas, une grosse 5-5 par exemple et qu'on va s'empaler dedans, eh bien on va dire, bah attends, avant ça je vais faire ça dessus, je vais casser ma carte combattant et tuer ta bête. Ça reste que tu as fait quand même du 1 pour 2, ce qui est un petit peu dommage, mais bon voilà, en tout cas ça existe. On a Maui qui est là aussi en tant que combattant, il est là pour tout casser, il est en version demi-dieu planant. 5-2 pour 3, pareil non ancrable, c'est un petit peu dommage, on le retrouve dans le deck préconstruit hein, qui est rouge-bleu, avec donc notamment ce Maui. 5-2 combattants, à chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure, ce personnage, donc lui, gagne plus 1 de l'or, enfin pour aller chercher du lore, et perd combattant pour le reste du tour. Donc voilà, déjà ça commence un petit peu à dire, bon ok tu combats, mais si jamais t'as rien à combattre ou t'as juste pas envie d'y aller, et bien grâce notamment à ce et bien tu peux devenir une 5-2 qui va, donc hyper combattant et qui va à l'aventure. Ce qui est pas trop mal. En vrai, les synergies entre les persos, je pense que c'est mieux quand c'est un peu plus punchy quoi. Alors après le AA de base, j'avais un peu parlé de lui sur les lieux. Il est pas trop mal, donc ça va, ça se draft, je pense. Ça se draft ces deux petites cartes. Il y a d'autres AA, en fait, il y en a un par édition. Pour le moment, je sais pas s'il y a pas une sorte de petit délire chez Ravensburger de dire, lui, c'est vraiment le personnage un peu naze, mais qui revient tout le temps. Et du coup, bah, voilà, on l'a mis à la série 1, série 2, série 3. Bon, pour l'instant, il n'est toujours pas joué, mais bon, on verra si ça, si ça change un jour. En tout cas, si vous aimez bien Maui, il y a aussi une version baleine pour 7, c'est une 8-8. Ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour parce qu'il est énorme. Et on peut payer 2 pour le redresser, mais il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc, c'est un petit peu dommage. Et en même temps, le fait qu'on puisse le faire plusieurs fois par tour fait qu'on va pouvoir mettre des tartes à plusieurs cartes comme ça. Bon, maintenant ça coûte 7, c'est pas alter, voilà, c'est un petit peu le bout du monde. On avait aussi ce Maui demi-dieu qui était sorti dans la première édition, 8-8 pour 8 qui partait à l'aventure à 3. Voilà, pour l'instant, Maui, il est pas dingue, à part évidemment cette idole des hommes qui est vraiment pour le coup très très puissant puisqu'il a à la fois charge et combattant. Enfin, le fait qu'il est combattant, c'est un défaut, mais il a de bonnes stats et il a charge, donc c'est évidemment celui qui nous plaît le plus. Et bien regardez, il a un bel hameçon avec lui. Si vous avez suivi le lore, c'est évidemment un hameçon magique. Eh bien, ils ont fait l'hameçon de Maui qui vous dit que si vous avez un personnage Maui en jeu, vous pouvez utiliser gratuitement la capacité métamorphose de cet objet. Métamorphose en fait coûte 2. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pas si on fait la capacité sur Maui, c'est juste si on a un Maui en jeu, eh bien on va pouvoir l'engager, donc sans payer 2, et choisir entre donc un personnage, il gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ça permet par exemple à ce Maui là d'aller taper les cartes qui ont insaisissable et en plus de pas se faire taper au prochain tour par les cartes qui n'ont pas insaisissable, donc c'est plutôt cool. Ou alors on peut rajouter de la force, choisir un personnage, il gagne plus 3 de force pour le reste du tour, par exemple sur un AA qui pourrait se sacrifier, je ne sais pas. En tout cas voilà, il y a un petit thème Maui AA qui pour l'instant n'est pas dingus, mais qui en tout cas a le mérite d'exister. Peut-être que plus tard ce sera plus fort. En tout cas, lui reste une valeur sûre pour dégommer des mobs adverses. En parlant de charge, eh bien, on va avoir ce Stitch qui va malheureusement encore ne pas être ancrable, c'est un peu dommage. Mais par contre, avoir une 3 en charge, c'est plutôt cool parce qu'en gros, ça dit... c'est une carte pour 2 qui dit mettez 3 blessures à une
un personnage qui est incliné. En gros, c'est un peu ça, le fait d'avoir charge. Donc c'est pas si nul. Le fait est que ça peut, comme ça n'a pas combattant, ça peut très bien aussi ne rien faire et juste aller chercher du lore. Et en fait, en tant que 3-1, très souvent, il va prendre un trade. Donc voilà, c'est pas trop mal, mais faire attention, hein, le fait qu'il y ait des cartes non ancrables, ça peut être un petit peu dangereux. Comme par exemple avec Simba, mais lui pour le coup, on est content de le voir parce que des 1-1 pour 2 qui, lore A3, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y en a qu'un à l'heure qu'il est, c'est Pinocchio. Et d'ailleurs, le jeu le plus aggro de la série 2, c'était le violet-jaune, avec notamment Lilo, Maléfique, donc qui sont des personnages à 1 qui leur a 2, et Pinocchio, donc, qui était le seul personnage à 2 qui leur a 3. Là, il y a Simba, donc peut-être que du coup, on pourra retomber sur une sorte de rouge, violet. Bon, désolé de ne pas prendre le nom des trucs. Bon, améthyste rubis, quoi, si vous préférez. Pour peut-être jouer un jeu hyper aggro. On verra bien. En tout cas, Simba, on est content de l'avoir. Après, il y a d'autres petites cartes à 2 qui seront assez anecdotiques. On a Jim Hawkins, j'ai parlé de sa version alter quand j'ai parlé des lieux. On a Nick Douille et Pandar qui viennent du dessin animé Robin des Bois. Ils sont marrants, ces deux-là, mais ils sont pas dingus. Hein. Ce sont des cartes de limité, mais je pense que ça ira pas bien loin. Il y a vos personnages Nick Douille gagnent +1 de l'or. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en plus, il passe son temps à le bolos. C'est un peu chelou au niveau du lore. Lui, ils auraient pu, un petit peu comme Flotsam et Jetsam, comme ces deux protagonistes, on va dire, du côté méchant. Voilà, ils sont pas, c'est pas les pires, mais enfin, ils sont plutôt du côté méchant. Et bien, ils pourraient peut-être se booster entre eux. Mais visiblement, il y a que Pandar voilà. Je pense qu'ils auraient pu trouver une capacité un peu plus marrante à Nick Douille, qui est vraiment, qui est un peu idiot, et Pandar, peut-être un truc qui blesse les bêtes adverses, enfin les bêtes alliées, puisque avec son arbalète, là, sa sarbacane, comme dit le shérif, et ben la vieille Bertha, je sais plus comment il s'appelle, et ben il manque de toucher le shérif. Bref, voilà. Peut-être que je les aurais designés autrement. Voilà. Maintenant, chacun son boulot. Mais en tout cas, bref, ils ont le mérite d'exister. On a Ariel, collectionneuse intrépide, qui, regardez, ressemble beaucoup en termes de stats à son acolyte, enfin à son homonyme, qui vient de la série 1, même jusqu'à la rareté, voilà, 2-3 pour 3 qui va chercher un de l'or. Elle avait Mélomane, elle a Insaisissable, donc c'est vraiment pour le coup des registres assez différents. Elle va vouloir aller à l'aventure et pouvoir gratter comme ça du lore. Et donc c'est sa capacité, voix inspirante, chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez l'un de vos personnages qui gagne Insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça, on garde quand même le côté on joue avec les chansons, mais en tout cas c'est pour donner Insaisissable, ce qui est pas mal, c'est une capacité qui est plutôt cool. Et en vrai, le problème c'est que du coup ça va être sur des cartes qui vont être assez fragiles. Là au moins on pourra donner par exemple Insaisissable à ce bon Simba jusqu'au début de votre prochain tour, ce qui est parfait, puisque du coup il va pouvoir aller à l'aventure et être à peu près protégé. Voilà, pour tout ce qui concerne Insaisissable, on a également Vaiana, bon, je vais passer très vite dessus, hein, c'est une carte un peu vanilla, justement. Son alter, pareil, je ne vais pas passer 1000 ans parce que j'en ai déjà parlé dans l'émission, la vidéo où je parlais des lieux. On va avoir la plume, qui est une 4-3 pour 4. Pareil, si vous avez un personnage Peter Pan en jeu, jouer ce personnage coûte 1 de moins. Encore une fois, avoir un personnage différent, c'est pas forcément évident. Mais le bonus n'est pas dingo. Après, on a une 4-3 insaisissable qui leur K1. Les cartes insaisissables sont vraiment plutôt être là pour... on a plutôt envie de les envoyer à l'aventure. Donc en fait, le fait qu'elle ne leur K1, c'est quand même vraiment pas top. On préfère évidemment cette petite mini, par exemple, qui était jouée en construit. Je sais pas si elle sera dans ce nouveau format, mais en tout cas, voilà. Ça c'est des cartes insaisissables qu'on veut voir. Une petite carte qui coûte pas très cher et qui a plutôt une bonne def au cas où, notamment pour éviter les blasts, et qui leur a 2. Voilà. Ça c'est le genre de carte insaisissable qu'on veut. Ça, c'est un petit peu moyen. Puisqu'on parlait de Peter Pan, on va avoir Peter Pan, héros du pays imaginaire, petite commune, 1-3 pour 3, qui a charge. Et tant que vous avez un personnage, la fée clochette en jeu, il va y avoir... si vous voulez vous faire kiffer, il y a des décathèmes qui peuvent se faire avec les enfants perdus qui sont boostés par Peter Pan, qui lui-même est boosté par la fée clochette. Donc vous avez un personnage avec clochette en jeu, donc qui gagne +2 en force, qui en fait lui une 3-3 pour 3 qui irait l'or à 2, ce qui n'est pas trop mal comme stat. Hein. On se rappelle du Peter Pan de la série 1 qui lui était 3-2 charge, mais qui ne pouvait pas aller à l'aventure. Cartes, encore une fois, qui sont plutôt réservées aux scellés. En revanche, on a le Peter Pan Alter 4, qui peut peut-être être intéressant.
4-5, insaisissable. Évidemment, il est dur à choper le petit malin. Il est sur l'épée du capitaine, bien sûr. Fléau des pirates. Ce personnage ne subit pas de dommages lorsqu'il défie un personnage pirate. Voilà, ils ont mis un peu de roleplay dans son texte. Maintenant, est-ce qu'il reste bien 4-5 insaisissable, c'est cool. Mais l'orée de 2 uniquement, c'est peut-être un petit peu léger. On rappelle que Simba le fait pour 2. Bon, le fait qu'ils sont insaisissables, ça fait qu'il peut le faire à chaque tour. Les personnages Peter Pan coûtent effectivement généralement 3. C'est pas... Voilà, ça me vend pas beaucoup de rêves, mais en tout cas, voilà, peut-être que plus tard, il pourrait y avoir des jeux à thème Peter Pan qui seraient intéressants. Pour le moment, ça me paraît un peu faiblard. On a le capitaine Crochet, 5-4 pour 5, Killer K1. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, redressez-le, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ça nous rappelle ce grand Scar qui était vraiment assez puissant. Je crois que je préfère Maui quand même à Scar parce qu'il coûte moins cher et qu'il peut aller en lore. Je parle de Maui à 5. Hein. Voilà, il y avait une petite guéguerre entre les deux parce que ça commence à être un peu le haut de la curve. Et en vrai, je crois que le Scar, le fait qu'il ne puisse pas s'ancrer et que il a les mêmes stats en fait. Hein. Et même ça, c'est juste qu'il peut par contre attaquer plusieurs. Donc il peut attaquer, puis se redresser, puis attaquer. Donc il peut vraiment faire balayer des bornes comme ça. Mais c'est un peu plus. Enfin, je trouve qu'il est moins facile à jouer forcément qu'un Maui qui coûte 2 de moins et qui en plus est ancrable. Mais voilà, donc on retrouve cette capacité là. Et en plus, pareil, une capacité un peu de lore. Les personnages Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Ce qui fait que lui est à sa merci et du coup ils peuvent se battre et se tuer puisque 5-4 contre 4-5 normalement ça explose. Voilà, sympathique, je ne sais pas si ce sera joué ou jouable. On a aussi Debout tout de suite qui vient également du capitaine Crochet, tiens je vais le mettre là. Qui dit pour 4 non ancrable malheureusement. On va dire c'est tous vos personnages et infligez-leur 1 dommage à chacun. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour, donc on va récupérer cette capa qui peut être cool mais qui est quand même assez situationnel. Par contre ça met une blessure à tous nos personnages, donc à la fois c'est chiant et à la fois ça peut être intéressant avec des cartes notamment comme ce Donald qui pour l'instant n'a pas encore été très joué en compétitif en tout cas, mais qui va avoir du lore en plus, pour ça que je tombe dommage. C'est un peu les personnages sadomaso quoi, qui aiment bien qu'on leur fasse du mal. On a Scroop qui vient d'être édité, qui coûte 5, qui leur a 2 et qui dit que tant que ce personnage a des jetons dommages sur lui, il gagne plus 3. Donc pareil, ça peut lui mettre des points. Et enfin, l'hydre que je n'ai pas réussi à avoir. Donc regardez, j'ai mis une petite proxy et je vous la montre tout de suite sur l'application de l'Orcana. Une bonne hydre que je vais mettre du coup ici. Et qui dit chaque fois que ce personnage subit des dommages, choisissez un personnage adverse et infligez-lui le même nombre de dommages. Ça peut vraiment être très fort. 6-5 pour 6, malheureusement non ancrable. Voilà, il va y avoir vraiment un petit combat Maui, Scar, l'hydre sur le haut de curve à 5 parce que ça peut être intéressant évidemment avec votre roi vous invite à la fête, vous pouvez directement lui mettre 2 à quelqu'un, et puis en plus mettre 2 avec évidemment l'effet de cette carte-là. Donc voilà, des cartes en tout cas, le côté un peu... à l'époque de Magic, on appelait ça le Black Suicide. C'était un mono noir qui était très aggro, mais qui se prenait pas mal de dégâts. On a un peu le même principe avec ça, qui pour le moment en tout cas, il y a un bail. Hein, moi je garde mes Donald, on sait jamais. L'hydre ça peut être intéressant. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit trop jouable, mais le principe de dire on se prend des dégâts et du coup on a un avantage, ça peut clairement être assez cool. Et puis si jamais vous pouvez éventuellement le soigner en mettant par exemple du jaune dans votre deck et bien sûr notamment elle est où la miss? Elle est où la miss? Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas là? Genre. Ah bah parce que c'est la série 2, et c'est pour ça. Bien sûr, quand vous prenez des dégâts, après vous soignez gentiment avec réponse et vous regagnez des points de vie, mais aussi des cartes, et ça c'est évidemment très cool. On part sur quelqu'un aussi qui aime bien, qui a une tendances un petit peu suicidaire, c'est le prince Eric. Nouvelle carte, pareil non ancrable, beaucoup de cartes non ancrables hein, en rouge. 2-2 qui leur a 2. Lorsque ce personnage est banni, choisissez un personnage et bannissez-le. Alors on avait déjà des cartes comme ça qui disaient si ce personnage est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié, mais là c'est n'importe lequel. Donc ça veut dire qu'il peut même aller se suicider sur quelqu'un pour pouvoir tuer quelqu'un d'autre qui serait, je sais pas moi, une sorte de... mettons une Cendrillon qui serait insaisissable, qui serait pas insaisissable mais qui ne serait pas incliné. Et ben vous pouvez grâce à cette carte-là, ce qui rappelle un tout petit peu d'ailleurs, j'y pense que maintenant, un peu l'effet d'elle, qui aussi était une carte à 4 non ancrable et une super rare donc de l'édition d'avant.
Bannissez ce personnage, choisissez un personnage et bannissez-le. En vrai, on est un peu sur des mêmes bails et je crois que le fait de pouvoir aller à l'aventure, c'est-à-dire que si jamais on est devant, bah, on va tranquillement à l'aventure avec une carte à deux et le mec, s'il veut y aller, bah, on va devoir, enfin, on va pouvoir lui tuer n'importe quoi, ce qui est assez cool. Et si on est derrière, comme de toute façon, là aussi, il fallait un tour, bon, à moins que le gars laisse tous ses cartes détapées, on peut du coup quand même faire à peu près un effet, en tout cas, similaire. Le talisman sumérien qui va justement bien aimer que vos personnages se combattent et meurent, puisque chaque fois que l'un de vos personnages est banni via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, avec ce genre de carte, eh bien, on va pouvoir en plus les rentabiliser pour peut-être en piocher d'autres. On va ensuite sur Kakamora qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or, ce qui rappelle bien sûr cet Aladdin de la série 1 qui faisait la même chose. En gros, si on compare leurs stats, il a gagné 1 point de force, mais il a perdu le fait de pouvoir être ancrable. Ce qui, encore une fois, est un défaut. Bon, et puis en plus, Kakamora, il y a peu de chances qu'on ait un alter sur lui un jour, alors qu'Aladin, il y a déjà un alter qui est pas trop mal. Donc bon, mais bon, c'est de base, ce genre de kappa, ils ont quand même un peu réduit, parce que s'il y avait trop de trucs, si les trucs qui retiraient du lore étaient trop forts, ça ferait du coup des games à rallonge, parce que c'est un peu l'inverse de Magic, en fait, c'est comme si c'est un truc qui vous fait gagner des points de vie, ça vous achète un petit peu de temps, parce que vous baissez le lore adverse. Mais du coup, bah, ça ralentit un peu les parties, donc bon, les cartes sont pas ouf, et du coup, elles sont assez peu jouables, en tout cas pour le moment. Zaza 3-4 pour 3, Vanilla, on va pas rester 3 ans là-dessus, parce qu'en plus elle a pas d'alter. Billy Bones, pareil, 6-5 pour 5, qui va en plus à 1 de l'or. On n'est pas sur quelque chose de dingue. Madame Medusa, peut-être intéressante, elle rappelle beaucoup Madame de Tremen, en plus on est vraiment sur, sur des cartes qui, pareil, se font un peu écho. La patronne ou la reine impérieuse, vous choisirez. Madame de Tremen était très jouée, hein, c'était évidemment très fort. Juste après attendez, hop là, juste après, bien sûr, une des meilleures chansons de Lorcana actuellement. Vous faisiez Soyez prête. Le gars, il jouait péniblement la bête qu'il avait gardée en main ou qu'il venait de piocher. Et hop, Madame de Tremen, tu vas dégager cette bête-là. C'était évidemment très fort. Là, on a un petit peu le même principe, mais différent. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 de force ou moins et bannissez-le. Donc on va choisir. Elle est un peu plus fortiche. Elle va par contre moins à l'aventure. Bon, clairement, je préfère les stats d'elle, parce que perdre 1 de... Oh, je ne sais pas comment vous le voyez, mais bon. Gagner 1 de force, mais en perdant 1 de l'or, c'est un petit peu dommage. Elle n'a pas de quoi s'alter. Alors, les Madame de Tremen n'étaient pas très jouées, enfin, clairement, étaient jouées seules. Il n'y avait pas... Les Madame de Tremen qui coûtent moins cher, c'est pas forcément assez bien pour être jouées sur elle. Mais le fait de pouvoir choisir, c'est cool. Par contre, un personnage avec 3 de force ou moins, bah, alors pour le coup, ça bannit bien Madame de Tremen. Mais bah oui, si le mec vous sort une... je sais pas, je parlais de Cendrillon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse carte? On a évidemment... comment elle s'appelle? Tinkerbell. Elle a fait Clochette. Enfin bref, des choses comme ça on a vraiment envie de les gérer assez... Enfin, de façon évidente. Là, ce sera moins possible. Donc, peut-être plus... justement, peut-être plus simple avant un Soyez prête. Ou en tout cas, dans un deck plutôt aggro qui va pas jouer des Soyez prêtes. Peut-être que ça peut être intéressant pour pouvoir... Ça va dépendre beaucoup de la méta, ça va vraiment dépendre beaucoup de la méta, mais est-ce que bannir un personnage avec 3 de force ou moins va être impactant? Je sais pas, encore une fois. Le fait de ne pas être ancrable, c'est bien dommage. Voilà pour le rubis, qui n'est clairement pas ma couleur favorite, mais il y a quand même des bonnes petites cartes à se mettre sous la dent. Et bien voilà, on a fini avec cette petite vidéo. Il me reste donc, je disais, le bleu, que j'aime beaucoup pour le coup, Saphir, avec notamment ses objets. Et ensuite, on partira sur l'acier et on en aura fini avec l'analyse de toutes les cartes de l'Orcana 7-3. A très vite. Ciao, ciao. Je vous quitte comme ça.